Eh mais Steve, je suis choquée. Je suis choquée. Aujourd'hui, on a fait une vraie masterclass. Bienvenue sur la chaîne by Shaili. Alors, comme vous le savez, on aime vous montrer un peu ce qu'on vit. On aime vous montrer des profils tout aussi intéressants les uns que les autres. Aujourd'hui, on a un profil vraiment atypique. Il nous vient du Congo. Il vit au Bénin. Et il a décidé aujourd'hui de vous partager son expertise, son expérience ici au Bénin, mais plus largement en Afrique, parce que c'est un grand voyageur et vous verrez que ce profil pourra vous aider. Quand je vous dis que c'est une vraie masterclass, c'est une masterclass. Ce que vous avez vu là, vous le verrez jamais ailleurs, de façon gratuite en tout cas. Ce qu'on vous présente, c'est vraiment quelque chose de complet. Donc, restez connectés vraiment. Bye! Bonjour tout le monde, donc là aujourd'hui nous sommes avec Dido et chose promis, chose due, donc il va nous présenter un petit peu une partie de son activité et le pourquoi il est important de travailler avec des professionnels quand vous êtes dans l'agriculture et que vous voulez le faire, j'ai envie de dire à grande échelle, plutôt que de continuer à travailler, on va dire, localement. Donc bonjour Dido. Bonjour Steve. Donc bienvenue, merci pour l'introduction. Donc ici on est sur un champ d'essai où on teste différentes cultures. On essaie de voir quelle est la variété la mieux adaptée, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour les différents marchés. Donc il y a ici différentes compagnies semencières qui sont venues voir quels sont les types de variétés qui pourraient être intéressants pour eux. Comme tu l'as dit, il y a une grande différence entre faire son petit jardin et faire du business, surtout de l'agro-business, donc du business au niveau de l'agriculture. Ça commence tout de suite, tout d'abord par la sélection de la bonne variété. Pour choisir la bonne variété, il faut savoir, entre autres, quel est l'objectif. Donc ici, on présente différents types. Donc ici, je vais commencer par les piments. On présente différents types de piments. Donc on a des piments longs, on a des poivrons et on a des piments ronds tout au fond. Donc en fonction de la finalité, par exemple, lorsqu'on parle des piments longs, on a différentes formes. Par exemple, si je veux faire d'un piment pour le séchage, je vais utiliser cette forme qui est un peu plus fine, qui a beaucoup de fruits aussi, vous voyez, mais qui est un peu plus fine et qui va permettre de facilement faire de la poudre de piment. Si je veux faire par exemple une sauce tabasco ou faire un piment frais, on a ici un peu plus de vent. On a ici une autre variété qui, si vous voyez la différence, est beaucoup plus charnue et permet d'avoir plus de matière liquide et donc plus difficilement à sécher, mais qui va bien fonctionner pour un piment frais ou pour un piment en transformation de tabasco. Donc ça, c'est d'abord la variété. Pourquoi aussi c'est important de choisir la variété? C'est qu'il y a des résistances avec les différentes maladies. Les choses changent. Comme nous avons découvert le Covid il y a quelques années, c'est la même chose au niveau des plantes, il y a des nouvelles maladies qui arrivent. Donc, ceux qu'on a eu l'habitude de cultiver depuis des années, des fois ne peuvent pas fonctionner ou ne fonctionnent plus à cause de nouvelles variétés, à cause de nouvelles maladies, excuse-moi. Et donc, à partir de là, il faut aussi savoir choisir des plantes qui peuvent résister dans l'environnement où ils sont. Donc, quand je parle de l'environnement, ça veut dire aussi, est-ce que je mets ma plante dehors ou est-ce que je mets ma plante à l'intérieur? Là, je vais montrer un piment rond qu'on a mis dehors et on a le même qu'on a mis au même moment, on a semé au même moment avec le même engrais, mais à l'intérieur d'une serre. Une serre, ça veut dire beaucoup de dépenses en termes financiers, mais beaucoup plus de rendement on va avoir. Le piment là, malheureusement, il sera comparé à quelque chose qui est mis en serre, mais il est de bonne qualité. Il est de bonne facture, ce n'est pas un mauvais piment pour le Bénin. Et vous voyez ici la taille des fruits. Je vais en prendre un dans ma main pour qu'on puisse comparer. Voilà la taille du fruit qui est ici dehors. Et vous voyez, les feuilles sont un peu recroquevillées et tout ça. C'est l'environnement où se trouve, il y a beaucoup de pression de maladie. Et on va voir la même chose à l'intérieur de la serre. Et vous allez voir à quel point l'environnement peut changer et modifier le rendement. Et donc du coup, moi j'aurais une question, parce que tu as beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'agro-business. Le piment, on va dire que là, je mets une surface
on va dire assez raisonnable, 500 mètres carrés. Mhm. C'est-à-dire que j'ai une superficie de 500 mètres carrés. Tu saurais nous dire à peu près euh, en quantité combien on pourrait espérer avoir avec ce produit-là, Comme ça, dans ces produit conditions? dans ces conditions-là, 500 mètres carrés, donc c'est un vingtième d'hectare. Je pense que tu peux espérer 200 kilos, quelque chose comme ça. 200 kilos? Oui, plus ou moins. Ok. Sur un vingtième, oui. 200 kilos. Sur 500 mètres carrés. Et là, Bien produit avec le traitement à temps et tout ça. et La là même chose en serre. ok. La même chose en serre, je pense que tu peux faire x5, x10. Entre x5 et C'est-à-dire x10. entre minimum 1 tonne et 2 tonnes. Ouais. Ok. Et maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est le coût. Combien, est-ce que ça coûte 5 à 10 fois plus pour du passage, on va dire, au sol nature et à la serre, ou est-ce que c'est le même prix? Bon, évaluer le coût bon, déjà, il faut acheter la serre, il faut mettre les goûteurs, on va voir à l'intérieur, c'est un certain coût. Mais déjà, le fait que vous soyez en serre, vous n'allez pas prendre des insecticides. Donc, il y a certains coûts qui vont disparaître ou qui vont diminuer. Un coût aussi pour la qualité du produit qui va augmenter, puisque ben, si vous voulez faire un produit qui, avec moins d'insecticides, vous allez le faire sous serre. Donc, sur la culture en elle-même, le coût est moindre en serre. Mais l'investissement pour avoir la serre fait que il faut investir. Mais on rentre souvent dans son coût d'investissement avec une récolte réussie ou deux récoltes réussies. Donc, on est sur des cycles souvent de celui-ci, c'est 6 mois. Donc, on est sur des cycles de 6 mois. Donc, en 6 mois, si vous avez 6 mois une production réussie, vous remboursez votre investissement que vous avez fait sur la serre. En termes d'euros, ici au Bénin, une serre est à entre 15 000 et 20 000 euros pour une serre de 400 mètres carrés. C'est plus ou moins le coût pour obtenir la serre. Parce qu'à côté, il faut aussi avoir un château d'eau pour faire l'irrigation. Il faut aussi... Forage, du coup. Voilà, il faut faire donc le forage pour aller chercher l'eau dans le sol. Donc, on a différents paramètres en plus. Mais l'avantage, c'est qu'en rendement, et on va le voir tout de suite. Donc là, juste avant, j'ai pris un des plus beaux fruits sur cette plante-ci. Hein. Je n'ai pas pris le plus petit pour pas qu'on me taxe d'avoir choisi. J'ai pris un des plus beaux fruits et on va aller voir après en serre la différence. Du coup, aussi, dernière question, avec le piment, je voulais savoir, c'est-à-dire que toi, quand tu vas te lancer parce que tu te lances aussi, toi, à titre personnel, Mhm. dans l'agro-business, Mhm. ben, tu sais dès le début quel type de produit il faut pour ton marché. Tu sais quand est-ce qu'il faut commencer, on va dire, la culture et quand est-ce qu'il faut terminer la récolte. Mhm. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que tu fonctionnes, j'ai envie de dire, comme tout le monde? C'est-à-dire, moi, par exemple, je sais qu'un cycle, ça commence par exemple en janvier, ça se termine en avril. Mhm. Est-ce que tu fonctionnes comme tout le monde? C'est-à-dire, tu commences en même temps que tout le monde, c'est-à-dire en janvier, tu commences à semer et en avril, tu récoltes. Donc, du coup, tu revends toi aussi ton produit au prix le plus bas, malheureusement. Ou est-ce que j'ai envie de dire, tu innoves un peu et tu essayes d'avoir une meilleure rentabilité? OK. Ouais, c'est une belle question. Si on fait en même temps que tout le monde, on va avoir les prix les plus bas. C'est l'offre du marché, hein. La demande et l'offre. L'objectif, le producteur moyen en Afrique, ici on est au Bénin, mais le producteur moyen, c'est pas un professionnel, n'a pas beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui est chez lui et qui fait ça pour subvenir à ses besoins. Donc, il n'a pas une capacité financière à investir dans sa culture pour être, par exemple, hors saison. Ce qui fait qu'en Afrique, les prix fluctuent énormément. Si vous parlez spécifiquement avec une famille de la diaspora, si vous leur parlez de tomates à la saison où il n'y a pas de tomates dans la période, ils vont se plaindre d'un prix de tomates incroyable pour eux parce que le prix explose. Et à la haute saison, le prix s'écroule parce que tout le monde sème à la saison la plus propice. Donc, l'objectif quand on a une certaine capacité financière, et ça va avec la technique aussi, puisque si c'est hors saison, si personne ne produit, il y a une bonne raison, c'est que c'est difficile, c'est que ça coûte, et c'est qu'il faut connaître ce qu'il faut mettre, quelle variété va résister hors de cette saison, on va pouvoir produire. Donc, pour moi, avec la compétence que j'ai et avec les moyens financiers, je produis toujours en décalage de la saison. Sauf s'il y a des étendues aussi Après, c'est aussi des choix. Si vous avez une petite serre ou une petite étendue, vous pouvez mettre beaucoup d'investissements sur une petite étendue pour produire hors saison.
Et pendant la saison, vous allez mettre peut-être aussi une plus grosse étendue pour vendre en même temps que les gens. D'accord. Autre chose aussi, quand on parle de ça, ça dépend aussi de la taille du projet. Si vous avez un projet de faire un jack, comme on appelle ici, donc un mélange de tomates écrasées avec des piments écrasés, peut-être que vous allez réfléchir autrement votre projet, parce que vous avez déjà vous êtes vous-même votre source d'achat ou de transformation. Après, il y a aussi quelque chose que tu me dis si je me trompe, mais que j'ai apprécié en regardant du coup ton champ, c'est que je pense que tu comprends les enjeux de l'Afrique, c'est-à-dire qu'il faut que l'Afrique s'industrialise, mais tu comprends également que n'est pas nécessaire de euh, obligatoirement passer par la mécanisation, parce que il y a la force, j'ai envie de dire, force vive en fait, des personnes ici, des acteurs locaux. Donc toi, quand tu travailles, on va dire, sur un champ, confirme-moi ou plutôt contredis-moi, est-ce que tu emploies vraiment personne, on va dire, localement? Est-ce que tu... Oui, ça fait partie des... Bon, il y a la mécanisation hein, pour compléter ce qui est de faire ce qu'on appelle le labour. Il faut un tracteur, mais il y a besoin de main-d'œuvre. Donc, c'est un des points aussi quand on choisit un champ pour investir, il faut avoir la main-d'œuvre à proximité pour pouvoir appuyer. Souvent, pour la cueillette, enfin, il faut cueillir à la main, par exemple. Pour certaines activités, il faut assez de main-d'œuvre pour pouvoir le faire. Donc, nécessairement, c'est aussi une source de revenus pour les gens qui sont proches. J'apprécie particulièrement de prendre des femmes parce qu'elles sont plus pointilleuses que les hommes. Particulièrement, c'est de façon générale. Donc, un exemple, les gens qui font des semences, j'en ai parlé un peu au début. La plupart du temps, les semences, donc il faut faire des activités qui se demandent d'être pointilleuses, c'est toujours des groupes de femmes qui le font. Donc, investir, le côté genre, investir dans un champ et pouvoir avoir, par exemple, assez de personnes pour pouvoir aider, c'est important. Et particulièrement, savoir aussi quels sont les dynamismes ou les dynamiques dans l'endroit où vous êtes. Donc, si vous êtes dans une zone d'éleveurs, une zone Peul, comme on peut avoir en Afrique de l'Ouest, faites un champ, ça va peut-être créer de problèmes. Parce que c'est là où les animaux traversent. Ou alors vous êtes en train d'utiliser un puits qui était un endroit où ils venaient reprendre de l'eau à un moment basse. Et à un moment où il y a la sécheresse, et donc ça va vous créer d'autres problèmes que vous n'avez pas vus. Parce que la dynamique sociale va faire que vous allez avoir beaucoup de pression sur votre champ par ces vaches qui traversent ou par les gens qui veulent absolument vous chasser pour aller faire leur activité d'élevage. Dans ce même cadre, des gens dans un village principalement d'éleveurs, peut-être vous n'aurez pas beaucoup de main-d'œuvre qui vont vouloir s'investir dans le champ parce que c'est considéré peut-être comme une activité socialement moins bien vue. Donc ces dynamiques-là sont très importantes lorsqu'on se lance dans un investissement. Connaître l'endroit où se trouve le champ, connaître la dynamique. Aussi, par exemple, vous achetez un champ, il y a tout l'historique du champ. L'historique est important pour nous en tant d'agronomes pour savoir quelles sont les maladies qui sont présentes. Mais l'historique est aussi important en termes sociaux. Si la personne qui avait le champ avant vous, le précédent propriétaire, avait l'habitude d'appeler les gens et de ne pas les payer, vous allez avoir beaucoup de mal dans les premiers temps d'avoir de la main-d'œuvre qui vienne. Parce qu'ils ont eu un souvenir que je venais sur ce champ-là de monsieur XYZ, j'ai travaillé, j'ai jamais eu mon salaire. Donc vous allez être contraint à un autre problème social, vous allez lancer votre activité, vous allez semer votre pépinière, vous allez faire tout le travail et au moment où vous avez besoin de la main-d'œuvre pour repiquer, vous allez repiquer, donc c'est d'amener les plantes de la pépinière au champ, vous n'avez pas trouvé de main-d'œuvre parce qu'il y a eu un historique que vous ne connaissiez pas. Donc tout ça dans l'investissement, c'est des choses à prendre en compte pour comprendre l'échec et la réussite d'un projet. Ça peut être un échec temporaire parce que, je prends le cas de, vous avez du mal à trouver les gens pour venir vous aider dans votre chambre et que vous avez quand même une ou deux personnes qui vont faire l'effort, vous les payez à temps, vous les payez bien, ça va et les gens vont commencer à revenir. Donc ça veut dire que ça peut vous amener à un échec sur la première récolte, première production, mais les gens vont venir. Ça peut donner un échec à plus long terme si vraiment vous avez mis votre champ dans une zone de pâturage en saison sèche. Par exemple, je disais dans des villages où il y a plus d'éleveurs, ben, peut-être là, votre champ sera toujours un problème communautaire parce que vous avez pris un espace qui était intéressant ou important pour eux. Donc, l'historique du champ est important pour bien comprendre la réussite et l'échec. Donc, quand on se lance dans l'agrobusiness, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous perdre.
qui vont nous amener vers un échec ou une réussite. Et comme tu disais au début, investir avec son cousin, c'est bien s'il a les compétences. Personnellement, je connais personne qui a fait des investissements intrafamiliales comme ça en termes d'agriculture et qui a réussi. Parce que on passe de ce que j'expliquais tout à l'heure d'une production, on va dire, de survie à une production que vous voulez faire industrielle. Et il y a des choses que vous allez être capable d'investir, par exemple, disons l'équivalent de 20 euros, 20 dollars pour un insecticide, qui ne vous pose par exemple pas de problème d'investir, que votre cousin, comme on disait au début, va trouver que c'est un gros investissement, il va préférer perdre la moitié d'une récolte à cause de ne pas investir 20 dollars. Et vous avez 20 euros. Et vous allez vous dire que merde, j'ai perdu la moitié de ma récolte, donc j'ai perdu peut-être 15 000 euros parce que je n'ai pas voulu faire un investissement de 20 euros. Donc tout ça, c'est ça qui différencie un projet bien ficelé. C'est ce genre de différences qui font d'un succès à un échec, et surtout un succès financier. Parce que des fois, on va pouvoir plus... Bon, je parlais d'échecs, je continue peut-être sur l'échec. C'est que des fois, il faut accepter l'échec dans votre projet agricole. Ça veut dire qu'il faut accepter que, vu l'état du dégât, on va montrer par exemple un problème de flétrissement bactérien, c'est une maladie du sol, qu'on ne peut pas traiter. La seule chose, c'est d'avoir une bonne génétique. Si vous ne le savez pas dans l'historique de votre champ avant, vous pouvez mettre une variété qui ne fonctionne pas. Et dans ce cas-là, il faut accepter peut-être l'échec, se dire que là, j'ai investi 5 000 euros, 10 000 euros, mais il n'y aura rien parce que ma variété ne peut pas donner, au lieu de pulvériser de l'insecticide dessus et des choses alors que ça ne va pas donner. Et un cousin, comme on a dit, malheureusement on charge le cousin, mais quelqu'un qui n'est pas de la science, du domaine, ne va pas comprendre que c'est ça le problème. Donc dans ce cas-là, il faudra juste accepter qu'il y a eu un échec à cause de ça. Et c'est pas non plus que la personne a essayé de vous voler, c'est la nature, c'est du vivant. Donc là, il y a une maladie, ça va pas marcher, c'est zéro. Vous avez investi 10 000 et c'est zéro que vous allez avoir. C'est juste que, bon, on repart l'année prochaine avec cette connaissance du champ et on va prendre une variété qui est résistante. Donc, on pourra peut-être aller voir ça après, qu'on voit de visu qu'est-ce qui est la différence entre une variété qui tient et une variété qui n'est pas résistante. Et donc, quand quelqu'un investit dans l'agriculture, il faut savoir que c'est du vivant, il faut être prêt à perdre, il faut être prêt aussi à gagner beaucoup. Et si vous êtes prêt de ces deux côtés, vous allez gagner. Mais il faut être prêt à perdre. Il faut être prêt aussi à devoir investir sur des choses qu'on ne s'y attendait pas. Parce que comme j'ai dit, c'est du vivant. Imaginez, il y a une attaque d'un insecte qu'on n'a pas prévu, il faut pouvoir pulvériser. Et c'est des choses qu'il faut pouvoir réagir à temps. Donc quand on fait un plan budgétaire sur une culture, on met toujours une marge. Donc le prix, on met toujours une marge, par exemple, sur le budget, parce que on n'est pas à l'abri de quelque chose qui est imprévu. Et c'est pour ça, si je comprends bien, toi, quand par exemple, tu me présentes ton projet agricole, tu me dis oui, voilà, ça coûte tant, parce qu'en réalité, tu prends en considération tous ces paramètres, c'est-à-dire toutes ces problématiques qui pourraient subvenir. Oui, tu prends en considération les différents problèmes qui vont pouvoir subvenir et tu espères que ça ne subvienne pas. Mais quand ça va subvenir, surtout pour un investisseur qui n'est pas dans l'agriculture, ça fait mal de te rappeler, on te dit qu'il faut rajouter 10% du montant que tu as investi parce qu'on a eu une attaque de sauterelles. Ça va se sentir un peu comme si on essaye de prendre de l'argent ou quoi. Alors que si ça a déjà été budgétisé au départ, c'est déjà prévu. Donc on parle toujours, sur un plan agricole, on parle toujours du pire cas, le scénario le pire, et puis on part et on espère que ça ne va pas arriver. Ok, donc vraiment très important, lorsque vous voulez investir en agriculture, surtout en agrobusiness, ne prévoyez pas les chiffres à la baisse, c'est-à-dire partez du principe où votre champ, votre récolte, elle peut vous rapporter 0 euros. Parce qu'à partir de ce principe-là, là, vous allez vous poser toutes les bonnes questions, à savoir combien je peux investir en plus pour, je ne sais pas moi, lutter contre un parasite, lutter contre, je ne sais pas, une intempérie, peu importe. Et ça va vous permettre finalement de ne pas avoir des rêves avec des chiffres exorbitants, mais j'ai envie de dire des chiffres qui vont être réalistes et qui vont vous permettre finalement de pouvoir vous projeter. Si je comprends bien, c'est ce que là, du coup,
avec un champ où techniquement je pourrais faire peut-être un x20 comme tu l'expliquais tout à l'heure, eh ben, si je suis plus réaliste et que je me dis que je peux, entre guillemets, louper complètement toute ma récolte ou devoir investir peut-être un peu plus sur tel type de produit ou peut-être tel type d'engrais, eh ben, je vais peut-être tomber sur un ratio qui sera peut-être de 1 à 3, ce qui est franchement très correct. Mais au moins, je serai paré à toute éventualité ou à tout éventuel problème qui pourrait subvenir après. Oui, tout à fait. Et ce qu'il y a d'intéressant et de bien, je veux dire, avec l'agriculture de façon, la production végétale, c'est que c'est des cycles courts. Il y a peu d'investissements qui, en 6 mois, vous savez déjà ce que ça va donner et que ça peut vous rembourser votre investissement. Mais aussi, ça vous permet, sur un cycle, s'il y a un échec, ça vous permet de rebondir sur une année. Parce que souvent, je pense qu'on fait un investissement, on se projette sur 1 an, 2 ans, 5 ans ou quelque chose comme ça. Si quelqu'un qui achète un bien, par exemple une maison, c'est pas en 1 an qu'il va rembourser, qu'il va récupérer ce qu'il a investi. Et il peut avoir aussi des problèmes, fuite d'eau, bon, tout ça. Il va réinjecter dessus en se disant qu'à long terme, je peux avoir. L'agriculture vous permet aussi, en cas d'échec, ce qu'on ne souhaite pas, j'aime bien en parler quand même, de vous dire que j'ai échoué ici sur ces 6 mois, mais je peux me rattraper sur les 6 derniers mois. Ça va demander de réinvestir pour les intrants, mais souvent, ce qui est l'investissement le plus lourd, c'est le matériel, c'est l'engrais, pas l'engrais, c'est La serre, par exemple la serre, mais c'est aussi, si vous êtes en hors serre comme on est ici, il y a aussi des motopompes qui tirent l'eau. ah oui. Il y a aussi L'essence, du coup, l'essence, bon ça c'est perdu, mais il y a aussi ce genre d'investissements sont déjà faits. Donc une fois que vous investissez une première fois, vous pouvez vous rattraper d'accord. sur le deuxième cycle parce que les investissements comme la semence et la main-d'œuvre, c'est quand même moins que les investissements lourds. Ah, du coup, là, je prends l'exemple d'ici. On va dire ce qui va me coûter le plus cher. C'est ce tuyau-là, Une fois, mhm, ça veut dire que peu importe ce qui se passe après, par la suite, c'est là ce toujours. sera toujours ici. Ok, là, je comprends bien. Présente-nous ici ton plan de... Parce que je les vois, mais ils ont l'air vraiment très costauds. C'est du gombo. Donc là, c'est du gombo. C'est différents types de gombo. On en a parlé juste au début avec enfin, on en a parlé tout à l'heure avec les piments. Donc on a vraiment différents en fonction du marché. Donc on a un gombo très lisse ici que tu viens de toucher. Là, qui n'a pas d'arête, qui est particulièrement intéressant pour le Sénégal, le sud du Sénégal, la Casamance et Ghana, qui aiment ce genre de type. On a des types avec un peu plus d'arête et vert foncé. Là, ils sont un peu poussés, donc c'est la version. Là, il est encore dur, un peu plus. Non, ça va. C'est des versions qui sont plus pour la production de semences, mais on les coupe plus jeunes quand on veut produire pour l'alimentation, sinon ça devient dur. On Au a fond, là, ici. c'est le Mali, là. On a le Mali, enfin plus le type malien, c'est ce qui est un peu Ouais, plus le gros, gros là. ici. Exact. Court et gros, et on le récolte souvent ici à ce stade-là. Donc on a un gombo qui fait, on va dire, 5-10 cm qu'on coupe. On a d'autres, comme on peut voir, tous ont été semés à la même période. Ok. Et donc vous voyez la différence de taille. Il y en a un qui est plus petit, ici qui est plus bas, mais avec quand même beaucoup de fruits. En fonction aussi du méthode culturelle, on a ici ces énormes gombos rouges qui fonctionnent dans certains endroits. Ils font presque 25 cm, 30 cm de long, mais qui sont par exemple très difficilement acceptés par les producteurs en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Aussi, quand on fait le choix d'une variété, regarde, par exemple, celui-ci fait, je veux dire, 40 cm, un truc comme ça, pratiquement non, 30-35 cm. Vous n'avez pas l'habitude d'avoir un gombo aussi gros. Rouge déjà, donc quand quelqu'un, en fonction de la taille de la famille aussi, on va prendre, ça peut être embêtant si vous avez une petite famille d'avoir un énorme gombo comme ça, devoir découper. Donc ça détermine aussi. Donc ces Et filets-là, du c'est coup, pour ce... tu l'as pas dit, c'est pour quel marché? Alors là, franchement, pour te dire la vérité, je ne sais pas c'est quel marché qui aime le rouge comme ça. D'accord. Ça peut être un marché de la transformation en poudre, parce que c'est des gros gombos, donc on peut faire de la poudre avec. Mais ou ça peut être un marché pour ajouter dans des produits transformés. D'accord. Je ne sais pas, dans le cosmétique aussi, des fois, on utilise un peu des produits alimentaires comme ça, donc ça peut être peut-être en cosmétique. Le marché, jusqu'à maintenant, au marché africain, je ne connais pas vraiment un marché qui apprécie le gombo rouge comme ça.
Mais par exemple, vous voyez en termes de gombo, quand on parle du gombo, vous êtes en Afrique de l'Ouest et centrale, comme le Cameroun ou ici, on aime le gombo qui est très gluant. Oui. En Congo, par exemple, qui est aussi en Afrique centrale, on aime moins le gombo gluant. Donc, dans les choix ici, en fonction aussi de la finalité, on aura des variétés plus gluantes ou moins gluantes. Et donc, ça dépend aussi de quel est votre marché. Donc, ça aussi, c'est à connaître le type qu'on a besoin. Ça, c'est pour les gombos. Ça, juste pour la petite histoire, ça, c'est une autre espèce de gombo. C'est l'espèce africaine. Et ça, c'est l'espèce asiatique, en fait. On a plus l'habitude de manger l'espèce qui est en Asie. Tout cela, c'est une espèce. Bon, quand on parle d'espèces et de variétés, c'est comme l'espèce, c'est comme l'âne et le cheval. Ça, c'est deux espèces différentes qui sont proches. Et quand on parle de variété, ben, c'est différentes couleurs de cheval, par exemple. Donc ça, c'est la différence, on peut dire. Donc ça, c'est une espèce africaine et ça, c'est une espèce asiatique. Attends, tout ce que tu nous as présenté là sur la gauche, c'est asiatique? C'est bon, asiatique. Le type plus asiatique, mais il fonctionne en Afrique aussi. Et ça, Ok. c'est le type qui est originaire d'Afrique. Et donc, c'est le même gombo, c'est juste que vous voyez, les fruits sont beaucoup plus tardifs. Ça a été moins sélectionné que les autres. Pourquoi dans notre cas on a ça? C'est parce que ça apporte de la résistance. Ça vient de l'Afrique, si vous voyez, au niveau des feuilles, les feuilles sont pratiquement pas attaquées. Il y a un peu de jaunissement, mais pas trop. Alors que si vous allez voir sur les autres plantes, ils souffrent un peu plus des différents ravageurs. Ok. On voit qu'ils sont, finalement, il n'y a même pas de besoin de s'acclimater. Oui, Parce qu'ils sont bon. déjà originaires. Et donc nous, dans notre travail, ça va être essayer d'amener les gènes de résistance de cette espèce à l'autre espèce. On continue sur les amarantes. Oui. Donc cette variété ici, par exemple, c'est une variété qui est faite pour couper et repousser. Donc c'est souvent la méthode en Afrique de l'Ouest où on coupe et on vend juste la partie feuille. Donc on va couper ici et on va vendre la partie feuille et la plante va repousser, va régénérer. En Afrique de l'Est, Afrique centrale, on est plus sur des variétés comme ça où on arrache le jeune plant. Donc là, il est déjà un peu plus élevé, plus grand. On arrache le jeune plant. Comme la variété aussi rouge là-bas, c'est de ce type-là. Et donc, vous allez voir que pour la variété qui coupe, qui pousse, qui repousse, on aura des feuilles qui restent plus tendres longtemps. Parce qu'on peut laisser pousser et on va couper plus tard. La variété qu'on va arracher auront des feuilles qui vont commencer à tourner dures plus tôt. Parce qu'on est censé l'arracher plus tôt. Donc, on veut que le cycle soit plus rapide que celui-ci. Ok. Mais du coup, avec toute l'expertise que tu as, et j'ai envie de dire tous les essais que je suis en train de voir, il t'arrive aussi d'avoir, entre guillemets, des loupés? Bien sûr. Comme j'ai dit, l'historique du champ est important. Donc, si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, et là, c'est bien parce qu'on arrive sur un essai où on montre le flétrissement bactérien, donc une maladie du sol que j'ai parlé un peu plus tôt. Si vous ne connaissez pas l'historique du champ, ben, ça va être difficile. Ça peut amener à un échec parce que vous allez mettre une variété qui n'est pas résistante au flétrissement bactérien, par exemple, et vous allez avoir un problème de bactéries dans votre sol. Et donc là, je vais montrer un peu, dans cet essai, on a différentes variétés, certaines qui résistent mal. Donc ça, c'est une variété très connue en Afrique de l'Est, qui ne résiste pas très bien. Vous avez des vides. Vous avez quand même quelques fruits qui ont réussi et donc qui produisent. Et si vous voyez juste la plante qui sont derrière, il n'y a aucun vide. Et il y a beaucoup plus de fruits. Et on est d'accord, c'est la même terre. C'est la même terre, semée en même temps, les mêmes productions. Peut-être encore ici, ça sera encore plus marquant. Si tu filmes ici. Après, je vais quand même mettre une petite parenthèse et tu vas me confirmer ou non. Est-ce que le fait qu'on soit positionné en première place, parce que là, ici, je pense que tout le monde passe ici, est-ce que ça n'a pas un impact, on va dire? Parce que je sais qu'il y a certaines plantes où malheureusement, trop d'hommes, on va dire trop de passages, peuvent créer une perturbation et... Dans le business, on va toujours éviter d'avoir du passage qu'on peut amener un peu de maladie. Quelqu'un peut passer, casser votre plante, vous ne voulez pas. Vous voyez par exemple cette plante-là, le nombre de tomates qu'il y a dessus. Vous n'avez pas envie que quelqu'un vous la casse et vous perdez 1, 2, 3, 4, 5, une vingtaine de tomates. Et ça va encore ressortir. Donc c'est pour ça qu'on évite le passage, mais ça n'apporte rien. Dans nos essais, on partage toujours. Donc pour venir là, voilà ici, la différence entre une plante, une variété susceptible, comme j'ai dit, c'est 0.
Ces Ah, deux-là sont susceptibles. attends, tu veux me dire que là, tout a été... Tout est mort à cause du flétrissement bactérien. Donc ça, c'est susceptible, ça veut dire Ok, 0. Alors que vous avez l'autre que je comptais avec le nombre de fruits qui est résistant. Vous avez ici qui est résistant. Vous voyez, les feuilles sont un peu plus vertes, ça tient. Encore plus de résistance. Bon, les fruits ne sont pas de bonne qualité parce que c'est un essai, mais ici, vous avez cette variété-là qui est résistante. Vous avez des gros fruits. Le fruit doit faire 120 kilos, 120 grammes, pardon. Il est dans ma main, il est gros comme ça, alors que de l'autre côté, il y a 0. Donc le même terrain, vous avez choisi cette variété-ci. Si vous regardez, les feuilles sont quand même bien vertes. Bien sûr, il y a un peu de sénescence, mais c'est pas grave. Les feuilles sont bien vertes. Il y a beaucoup de fruits qui sont en train de pousser et qui tiennent. Il n'y a pas d'avortement. Et vous avez des beaux fruits. Le même champ, haute variété, c'est ce qu'on a vu avant, c'est 0. Ah, ok. 0, Oui. là, c'est Non, 5% de ce qui a été semé qui est récolté. Et comme je l'ai dit, bon, on a arraché les plantes qui sont mortes. Il y en a une qui est en train de mourir là-bas. Comme je l'ai dit au début, c'est à la fin qu'elle commence à mourir. Donc, ce n'est pas au début du cycle que ça meurt. Vous avez déjà investi, vous avez déjà mis de l'essence, vous avez déjà mis tout ça. Et c'est au moment où vous êtes en train de vous dire que, bon, la plante devrait commencer à produire, que ça va mourir, ça ne va rien vous donner. Alors que l'autre, même champ, va tenir et va vous donner quelque chose. ok, donc du coup, toi, parce que vu que tu le fais aussi en privé, euh, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déjà, toi, en amont, sélectionner, on va dire, les graines les plus résistantes et tu vas également, si je comprends bien, mettre tout en place pour faire en sorte que ça puisse être rentable. Oui, on va de toute façon sélectionner des variétés qui seront souvent de bonne qualité, qui vont produire beaucoup. On va sélectionner sûrement des variétés que on attaque toujours notre cousin ne connaît pas, parce qu'on va sélectionner ce qui est le meilleur sur le marché. Il y a aussi c'est coût-bénéfice, ça veut dire que plus vous avez de la résistance, moins vous avez de la production. Donc la plante doit faire des choix. Donc plus elle est résistante, moins vous avez de la production. Mais si vous n'avez pas de résistance, vous avez 0. Alors qu'une plante, par exemple comme ici, elle résiste très bien, elle la produit bien, mais peut-être dans un autre champ où il n'y a pas le problème de flétrissement bactérien, elle ne va pas produire mieux que l'autre parce qu'elle a trop de résistance alors qu'il n'y en a pas besoin. D'accord, c'est-à-dire qu'avec cette variété-là, si je comprends bien, je suis sûr de quasiment retomber sur les mêmes chiffres, on va dire, en termes de productivité. Or que là, ici, si j'ai un bon sol, je peux avoir peut-être 2 ou 3 fois plus. Mais maintenant, en termes de résistance, vu qu'elle est moindre, eh ben, si jamais ça se passe mal, ça donne ce résultat. Oui, bon. Comme j'ai dit, c'est du vivant, c'est dynamique. C'est comme un être humain. Aujourd'hui, vous pouvez avoir la grippe et demain, vous allez avoir une autre maladie. Donc, on essaie d'avoir toutes les résistances. Donc, on ne peut pas, en fait, garantir à 100%. C'est vraiment quelque chose que je veux que les gens qui veulent investir dans l'agriculture sachent, c'est c'est difficile de garantir à 100%. On peut donner tout et se dire que 80-90% tout va aller, mais il y a toujours un risque d'une maladie, d'un insecte qu'on n'a pas choisi. Donc, cette variété-là va peut-être bien fonctionner, mais imaginons que votre champ a un problème de salinité, sel, parce que vous êtes proche de la mer et que celui-là est sensible au sel. Vous avez un autre problème que le problème des bactéries. Et c'est un autre type de résistance qu'on va avoir. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est pas une solution, il n'y a pas de variété miracle, de variété qui fonctionne mieux. Et on va sélectionner en fonction l'endroit où vous investissez ou le type de sol. On peut après réagir et se dire que c'est telle variété que vous avez parce que vous avez tel problème. Mais par exemple, une variété comme ça va peut-être beaucoup mieux marcher. Et si vous avez un sol tout à fait clean, vous allez prendre ce qui a le plus haut rendement. Ok. Parce que là, c'est comme je te parle souvent de la différence avec le parallèle avec les véhicules. Mais si vous avez un bitume chez vous, bien goudronné, tout plat, vous pouvez espérer rouler en Ferrari très vite sur un circuit où on balaye tous les jours, vous pouvez avoir une voiture très très basse. Si maintenant il n'y a pas de route devant chez vous et que vous avez des nids de poules et tout, vous allez choisir un 4x4 plus élevé. Vous n'allez pas aller à la même vitesse avec votre 4x4 qu'avec une Ferrari. Mais le 4x4 sera mieux adapté, lui au moins il va avancer dans votre route. Alors que la Ferrari va vous amener beaucoup plus loin. Mais ça veut dire que tout doit être mis en place pour qu'elle puisse avancer. Donc c'est ça aussi qui est le choix qu'on fait. Est-ce que votre champ c'est plus une route désolée et il faut un gros 4x4 qui puisse passer, ou est-ce que votre champ c'est plus un beau circuit comme Francorchamps ou je ne sais pas où vous pouvez rouler avec une Ferrari. Donc ça,
ça va permettre aussi de faire le choix. Et pour tous les néophytes, tout comme moi, qui souhaitent se lancer dans l'agrobusiness, est-ce qu'on peut solliciter ton expertise? Oui, il y a moyen de solliciter, il y a différentes options pour qu'on l'accompagne. Il y a les options d'investissement, il y a des options pour voir des projets peut-être depuis zéro, ce que vous pouvez développer. Donc, ça dépend de quel niveau d'investissement vous voulez et ce que vous voulez faire. Maintenant, dans les entretiens qu'on a avant de se lancer, j'aime beaucoup dire les vérités. Ça veut dire que si c'est un champ de 200 mètres carrés, peut-être ça n'a pas d'intérêt de solliciter des services comme mes services que je pourrais donner. Mais si vous avez vraiment une volonté d'investir peut-être sur une surface suffisante avec un certain objectif quand même commercial et financier, là, on peut avancer. Donc, ça dépend vraiment de quel type d'investissement on veut faire. Et puis aussi, on a des projets qui sont en cours et des projets qui demandent peut-être des investissements où vous pouvez juste être investisseur. Vous allez donner un certain montant et ça va permettre de faire progresser le projet plus rapidement. Et vous n'avez pas à prendre tout le risque depuis zéro. Là, vous partagez le risque et c'est un champ, par exemple, qu'on connaît déjà. Et on va se dire que, voilà, ici, on est sur un champ dehors et on va se dire que sur ce champ, on veut maintenant mettre les serres. Et là, on va peut-être devoir avoir un appel à investissement pour qu'on puisse acheter les serres et lancer la production. Donc, c'est toujours du concret, quoi. C'est ça qui est, je pense, l'avantage avec l'agriculture. C'est que tomate, c'est une tomate, c'est un plant de tomate et à la fin, c'est une sauce et tout le monde sait ce que c'est. Donc, c'est plus facile à comprendre ce que nous faisons. Merci. Et dernière question, après on pourra passer au niveau dessert. C'est quoi le coût, on va dire, d'un investissement, on va dire, raisonnable? C'est-à-dire, parce que je sais que tu peux me dire qu'il n'y a pas de montant, mais pour aller vers la réussite, je pense qu'il y a quand même un montant. Est-ce qu'on peut... De zéro, enfin, comme je dis, dépend si tu payes. Je suis au Bénin, je dispose d'un hectare, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes soit souhaitent acquérir un hectare, ou on possède déjà un hectare. C'est-à-dire que demain, moi je suis béninois, j'ai un hectare, j'ai envie de me lancer dans l'agriculture. Pour l'horticulture, si c'est Non, pas l'agriculture. de façon générale, parce que l'agriculture, ici c'est de l'horticulture qu'on a parlé, donc c'est des légumes. Ah, c'est ok. ceux qui rapportent le plus et ceux qui demandent le plus. Si vous faites un champ de maïs, c'est autre chose. Ok, les maraîchers sont différents Oui. du maïs. Ok, on va rester sur ce qu'on est en train de voir. Je pense que si on a un hectare, on veut se lancer tout en tout et bien faire les choses, il faut compter aux alentours de 10 000. 10 000, 10 000. 15 000 euros. Là, 10 000, tu me parleras hors serre ou Hors serre en tout et pour tout. C'est-à-dire Ok. que vous allez avoir un technicien qui est assez chevronné pour suivre. Vous allez acheter des semences. Parce que là, je parle du premier investissement. Vous allez investir dans tout ce qui est le système d'irrigation, les pompes, forage. les forages, tout ça, ça vous coûte un certain coût. Et puis après, il y a les semences, il y a l'engrais, il y a plein de petits coûts. Par exemple, si vous mettez ça, qui semble très simple, donc c'est ce qu'on appelle les tuteurs. Les producteurs au Bénin ne le font pas. Ils laissent la plante tomber sur le sol, ça amène d'autres problèmes de maladie, ils ne le font pas. Mais les tuteurs là ont un coût. Ça coûte pour un hectare pratiquement 1 million de francs CFA, 2 millions de francs CFA. Ah oui, Juste quand pour même. acheter et pour mettre en place. Ici, c'est un champ d'essai, donc il y a des espaces. Et quand on fait notre propre champ, on va peut-être pas faire ça, mais on va avoir un piquet par plante. Ça va faire jusqu'à 1 million, 2 millions. C'est des petits trucs comme ça qu'on ne se rend pas compte, mais qui ont du coût parce que un bois va coûter 100, mais vous allez devoir en avoir 30 000 par exemple, ou 40 000 pour un hectare. Ah, je dis, ouais, c'est vrai que moi je voyais des petits bâtonnets là. Je Mais me c'est disais peut-être 100 000, j'avais le tout. Mais en fait, non. Tu es en train de Non. me dire que en réalité, pour quand même se lancer, il faut avoir un minimum d'investissement, un minimum d'argent. Ouais. Et en plus, là, les 10 000 euros, est-ce qu'ils prennent en compte 10 000 euros, ça nous fait à peu près 6 500 000. Ouais. Est-ce que les 6 500 000 prennent en compte le facteur risque? Parce que si moi, je me lance, j'ai 10 000, mais qu'il y a un problème, est-ce que dans les 10 000, ce problème peut être résolu? Après, comme j'ai dit, c'est de façon pro. C'est-à-dire, si vous voulez faire ça, ça peut se retirer, vous allez impacter le rendement, vous allez impacter la réussite, vous allez... Non, le but, c'est quand même de pouvoir... Maintenant, si vous voulez rentrer
dans vos frais très rapidement, vous allez investir 10 millions. Ça ne comprend pas le facteur risque, puisque, comme je dis, le facteur risque, si c'est pour vous-même que vous lancez, vous devez compter le fait que peut-être le premier test va m'amener à zéro. Ce qu'on fait alors dans ce cas-là aussi, on essaie maintenant de diversifier sur des champs. Au lieu d'avoir 1 hectare de tomates, vous allez faire un demi-hectare de tomates, un demi-hectare de piment pour mitiger le risque. Donc ça permet de garantir, mais il faut quand même rajouter une petite marge pour... Et là, tu m'as donné une info qui est très intéressante. Dans tes 10 000 euros, ça comprend, on va dire, 2 récoltes ou une seule récolte? Parce que, comme tu viens de le dire, en réalité, je peux avoir ma première récolte qui va donner 0, mais la deuxième, finalement, elle va me rapporter 15. Donc, du coup, bah ouais, sur la première récolte, j'aurais récolté 0, j'aurais fait 0 de bénéfice et je serais pas tombé sur mon investissement. Mais dès la deuxième, en réalité, eh ben, j'aurais généré un petit bénéfice. Oui. Ça veut dire que toi, tu conseilles quand on investit de toujours penser à 2 récoltes, c'est-à-dire à l'année. Oui. Ok. On pense à l'année. Si la première donne, ben, c'est un bonus. Ça veut dire qu'on va réinvestir ce qu'on a et on n'a plus besoin d'investir. Si elle ne donne pas, on n'est pas surpris. Je pense que c'est des projets, un projet agricole, 1 hectare, c'est des projets qui doivent être pensés et réfléchis. C'est pas on se lève un matin et on dit que, OK, j'ai trouvé un 2-3 000 euros, je vais lancer. On peut faire alors un champ de maïs ou quelque chose comme ça. On peut, mais ça ne rapporte pas la même chose. Aussi, une autre chose, si votre champ se trouve on est au Bénin, si le champ se trouve à Savet, ou donc dans la zone des collines, vous n'allez pas faire de forage. Vous allez devoir percer La nappe. La nappe est très profonde. Et puis vous êtes loin de la ville où il y a les consommateurs. Donc, tout ça aussi, la localisation de votre champ va diriger quel type de culture vous devez faire et quel projet vous pouvez développer. Ok. Toi, donc, du coup, tu sais, on va dire, en fonction des régions, quel type de culture est propice. Parce que on pourrait se dire, moi, on va dire, étant donné que je suis néophyte, bah, je vois que sur Savet, il y a du maïs. Bah, c'est la zone du maïs. Mais c'est peut-être pas le cas. C'est peut-être juste parce que la plupart des agriculteurs plantent le maïs. Ouais, il faut pas. Bon, ils savent aussi pourquoi. Il faut pas non plus. L'agriculteur, s'il plante le maïs, c'est parce qu'il sait qu'il va vendre son maïs, il sait qu'il a sa récolte. Il plante l'igname parce qu'il sait que ça va planter l'igname. Il ne va pas faire l'horticulture, par exemple, donc la culture de légumes. Il peut avoir plusieurs raisons s'il n'a pas l'argent nécessaire pour faire le forage, tout ça, ou parce qu'il n'y a pas non plus le marché. Puisque qui dit légumes, dit que tu dois amener très rapidement au marché frais. Alors que les maïs, tu peux les laisser attendre 2 mois dans ton grenier si tu n'as pas de souris, si tu n'as pas d'insectes, et puis le vendre 2 mois après. Le fruit là, que j'ai récolté tout à l'heure, il y a 1 heure, dans 3 jours, il sera plus bon. Ok. Il sera plus bon à la récolte. C'est-à-dire que très attention aussi à toutes les personnes qui se lancent dans l'agriculture. Commencez à chercher votre moyen d'écoulement. N'attendez pas de commencer à récolter pour après réfléchir. Parce que surtout là dans le maraîcher, comme il vient de le dire Dido, peut-être que la nature ne ment pas, mais l'homme ment beaucoup. Hein. Ça veut dire qu'on peut se retrouver dans des situations où il y a beaucoup de personnes qui vont nous dire oui, on veut acheter, on veut t'acheter, on veut t'acheter. Et au final, se retrouver avec aucun acheteur. Ouais, et puis il y a les dynamiques sociales sont particulières. Là. Par exemple, ici au Bénin, si vous récoltez vos fruits et vous les amenez au marché, vous n'aurez par exemple pas plus le prix d'achat sera peut-être pas plus important que si les gens viennent acheter à votre champ. Pourquoi? Et peut-être que ce sera même moins. Parce que les dames qui achètent ces légumes, surtout en période d'abondance, elles savent qu'une fois que vous avez récolté, vous n'avez plus le choix. Il vous reste 24 heures, 48 heures à vendre. Elles ne sont pas non plus bêtes. Elles jouent là-dessus en se disant que le prix qu'on va leur donner, ils seront obligés de le donner. Ils seront obligés de le prendre. Parce que sinon, ça pourrit. Et donc, vous allez vous retrouver dans une situation compliquée. Alors que si vous faites venir peut-être l'acheteuse à votre champ, elle va cueillir, vous allez cueillir au moment où elle prend, vous allez vous dire que je pourrais gagner en amenant, mais non en fait. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut connaître en fonction du pays où vous êtes. Si c'est le Bénin, si c'est ailleurs, il faut connaître aussi les dynamiques de qui sont les acheteurs, quel est le circuit d'écoulement et comment il fonctionne. Là, c'est
un peu des corporations, corporations. Donc, c'est un peu comme des agglomérats entre elles, ces dames-là. Vous allez voir la petite dame, vous dites que c'est une petite vieille gentille, mais c'est une vraie businesswoman, elle sait ce qu'elle fait. Et elles vont vous casser, puisqu'en plus, il ne faut pas oublier, particulièrement pour les personnes qui sont en diaspora, quand vous revenez, et je reviens encore sur le cousin, malheureusement pour lui, il prend toujours cher. Quand vous revenez de la diaspora, on sait que vous êtes parti. On sait que vous êtes parti en Europe, donc vous êtes un privilégié. Là où le cousin se bat tous les jours pour manger, pour lui, vous n'êtes jamais battu. Et l'argent que vous avez, ben, vous l'avez ramassé sur un arbre en Europe, vous avez les moyens. Donc lui, il n'aura aucune pitié, ou le gars qui est local, il n'aura aucune pitié de vous taxer votre argent parce qu'il ne voit pas l'effort que vous avez fait. Et malgré tout, à son échelle, votre effort que vous avez fait, c'est rien parce que lui, peut-être il se bat pour manger. La petite dame qui est la vendeuse maraîchère, quand vous venez lui faire vos tomates que vous avez fait magnifiquement, c'est la même chose. Elle sait que vous êtes étranger. Moi, par exemple, je ne parle pas fond, je ne parle pas la langue locale. Je viens avec mon français qui n'est pas local non plus. Elle sait que là, j'ai affaire à quelqu'un. Voilà, c'est jackpot. C'est le moment entre guillemets, de le taxer. Donc, à ce moment-là, il y a des stratégies. Il faut connaître des gens qui peuvent vous aider pour être intermédiaire, pour revendre. Il faut savoir se mettre en arrière. Il faut surtout, pour les gens de la diaspora, des fois, on a cette image de panure, pas panure. Mon français se dégrade. On a une image un peu lissée, belle d'Afrique, c'est gentil. Les gens nous attendent en souriant. Non, les gens souffrent. Ils se battent tous les jours pour s'en sortir. Ils sont pas particulièrement gentils. Ton environnement fait que plus tu vis dans un environnement dur, plus tu deviens dur aussi. Et ils vont tout faire pour s'en sortir. Et si pour s'en sortir, c'est bousiller vos 1 an d'investissement, les 15 000 euros que vous avez pris 5 ans à peut-être mettre de côté pour eux le prendre, ils vont le faire. C'est pas méchant, on va dire c'est la loi de la nature. Donc, il faut aussi venir au moment de l'investissement avec cette connaissance-là. Il ne faut pas se dire que, de toute façon, je suis béninois, machin, vous avez quitté il y a 20 ans. Ou peut-être il y a 15 ans, vous avez quitté. Le Bénin que vous avez laissé, ou le Sénégal, ou n'importe où vous avez laissé, a changé pendant tout ce temps-là. Les gens que vous avez laissés ont évolué. Oui, je me rappelle bien de tel ami avec qui on a fait l'école quand j'étais petit. Il a eu toute sa vie depuis. Moi, je pense, dans mon cas, je pense à nos parents qui des fois pensent que tel ami qu'ils avaient, on peut encore faire du business avec et tout ça. Cette personne a changé, il a eu d'autres difficultés. Il vous voit acheter votre véhicule, il vous voit acheter votre maison, il vous voit prendre l'avion à 2 000 euros, 3 000 euros. Il ne va pas avoir la même vision, la même empathie par rapport à votre argent. Pour lui, c'est de l'argent facilement acquis, facilement à bousiller. Donc, il y a des bonnes personnes. Je suis africain, je suis aussi issu de la diaspora. Il y a des très bonnes personnes, mais il faut faire attention aussi que ce n'est pas tout le monde. Du coup, je vais donner un petit complément par rapport à l'information que tu as donnée qui était très intéressante. C'est qu'en réalité, toi, les mamas justement qui vendent au marché, elles sont toutes connectées. Elles sont toutes connectées, ouais. Et là, c'est intéressant ce que tu as dit parce que j'ai voulu un jour vendre des produits et j'ai compris que je ne pourrais jamais le vendre. Pourquoi? Parce qu'au final, le prix que la première m'avait donné, eh ben, toutes les autres, elles l'avaient. Elles vont s'adapter. Il faut se dire aussi qu'il y a ces femmes qui vendent au marché, elles ne sont pas arrivées aujourd'hui. Elles vendent entre elles depuis 20 ans, 15 ans, 30 ans. Des fois, c'est des business de la table que j'ai récupérée de ma mère. Donc, cette dame-là, elle ne va pas bouger sa relation avec son autre vendeuse parce que tu es venu vendre un produit. Et ils savent que, malheureusement, que tu le veuilles ou non, pour eux, tu n'es que de passage. Tu n'es que de passage et que ça ne va pas te tuer. Et ça, il faut se l'avouer. Ça va te faire du mal, ça va t'énerver, mais ça ne va pas te tuer. C'est vrai. Donc, elles vont se lasser. Donc ici, c'est un champ de citrouilles et on teste la précocité. Donc, c'est celui-là qui est en train de... Il ne meurt pas à cause de la maladie, c'est juste parce qu'elle est précoce et donc les citrouilles sont prêtes à être récoltées alors que celui-là est un peu plus tardif et vous verrez difficilement, voilà, les premiers fruits qui... Non, même pas, ça c'est encore une fleur. Celui-là, il n'a même pas encore de fruits qui commencent. Donc ça, s'il y a un premier fruit qui commence ici, à pousser. Donc ça, c'est une variété plus tardive avec une autre forme de fruit, en fonction du marché aussi. Donc les citrouilles ont beaucoup de formes et en fonction du marché, qui est plus un marché de l'expatrié en Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.
Par exemple, si vous avez un contact à l'ambassade, dans une des ambassades des États-Unis dans le pays où vous êtes, si vous vous lancez avec le citrouille pour Halloween, vous avez un marché. Parce que tous les Américains vont chercher leur citrouille pour préparer Halloween. Et ça, c'est un avantage qu'ont les gens qui viennent de la diaspora, c'est que vous allez voir des marchés que les autres ne vont pas voir. Parce que vous savez qu'il y a Halloween, par exemple, et donc vous dites que oui, il y aura un besoin de citrouille, il y aura un besoin de dinde. Eh bien, je vais préparer déjà des citrouilles et des dindes pour cet événement-là. Alors que les personnes locales ne vont peut-être pas manger, ne vont pas manger de citrouilles et vont se dire pourquoi je vais faire cette culture-là que je ne vais pas manger. Et donc, il y a beaucoup de formes, la forme un peu butternut, comme on appelle, et différentes formes de citrouilles. C'est moins intéressant pour les personnes locales parce qu'on consomme moins ça en Afrique, mais il y a des projets. Aussi ici, voilà, là, il y a la lentille verte, le mung beans qu'on utilise pour les jeunes pousses de soja, pour ceux qui vont manger des fois asiatiques. On en présente. Pourquoi? Parce qu'il y a un marché au niveau des agences du développement, parce que c'est un produit qui se mature en 50 jours, on sème, on récolte, et ça permet, par exemple, aux familles déplacées de pouvoir avoir un petit... Quand ils sont dans un camp de réfugiés, ça leur permet de lancer une petite agriculture et ramener des protéines dans la table. Donc, pour ça, par exemple, il faut connaître, voilà, vous avez un marché spécifique, vous connaissez quelqu'un dans une agence de développement ou une ONG qui veut appuyer les jeunes mamans en leur amenant, en s'occupant de la cantine scolaire, vous avez par exemple une culture qu'on n'y pense pas, mais qui peut avoir son débouché. Ok. On y va. Donc là, en direction de la serre, c'est ça? Ouais. Je voulais présenter ces plantes ici à gauche. Ça, c'est du mucuna. C'est une plante qui ne se mange pas. C'est un fertilisant. Ça traite aussi le sol contre certains parasites. Et par exemple, sur votre sol qui est dégradé, si on lance dans un projet, on peut dire pendant 6 mois, on va mettre cette plante-là et puis l'utiliser comme fertilisant et comme nettoyant de sol. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de techniques qu'un néophyte ne peut ne pas connaître pour diminuer, par exemple, l'apport en engrais, pour régénérer un champ. On va faire ce genre de... C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de brûler le champ. Parce que je vois beaucoup de... Surtout pas brûler. Ok, parce que moi je vois beaucoup ici, ça se fait beaucoup, c'est en brûle. Non, il ne faut surtout pas brûler. C'est vraiment la chose qu'on évite, mais en faisant ça, c'est des techniques très, très ancestrales. En faisant ça, on peut régénérer. Si on brûle, on abîme le sol, on dégrade le sol. Okay. Et donc, ça veut dire qu'à l'époque, on faisait ce qu'on appelle l'abattis brûlis. Donc, les ancêtres coupaient la forêt, faisaient tomber, brûlaient. Donc, les matières nutritives des arbres tombaient dans le sol et puis cultivaient dessus. Mais après, ils partaient plus loin et revenaient dans 20 ans sur la même parcelle. On ne peut plus faire ça. On veut cultiver tous les 6 mois. Donc là, on se dirige vers les serres. Ça, c'est une serre de production. J'ai toujours mon piment pour que je vous montre la différence. Alors ça, c'est une serre classique pour faire de la production. C'est ça que j'ai dit que ça vaut plus ou moins 10 millions, 15 000 euros pour tout installer. Et là, du coup, c'est 400 mètres carrés. C'est 400 mètres carrés, je pense bien. Ça vient avec cette porte, double porte pour éviter que les insectes entrent. Et juste avant, ta serre, la durée de vie d'une serre, elle est de combien de temps? L'extérieur s'abîme facilement parce qu'il y a le vent, ça peut arracher, donc vous changez les filets, c'est pas trop cher. La structure, c'est 15, 20, 30 ans, c'est du métal. C'est la structure qui coûte cher. Ah, ce qui coûte le plus cher, c'est pas la toile, on va dire. La toile, c'est une toile en polystyrène, là, c'est du plastique, ça se trouve facilement, quoi. Et donc, quand on entre, c'est là déjà un peu vécu, donc. Vous entrez, on a 2 portes parce qu'il faut éviter que les insectes entrent avec nous. C'est eux les ravageurs, donc on entre avec la première porte, normalement on referme. Les vrais professionnels, vous avez ici ce petit pédiluve, donc normalement on a un produit, on nettoie nos pieds pour être sûr qu'on n'amène pas de saleté. Et puis on ouvre la deuxième porte pour entrer dans la serre. Donc ici on a fait c'était des zones où on a fait de la formation. On va partir vers la réplication. Donc les piments qu'on va voir ici, c'est exactement les mêmes qui étaient dehors. J'ai pris le piment moyen de dehors
Et ici, on a exactement la même plante semée à l'intérieur, au même moment, à la même période. Ça, c'est le piment de dehors, le plus gros de dehors, et vous le voyez comparé à celui de l'intérieur. Et encore, Et t'es les gentil, tu termes, sélectionnes pas le plus c'est gros. pas le plus gros, il y a un plus gros là-bas qui fait la taille d'un poivron. Donc, en termes de taille, c'est tout à fait différent. Vous avez ici. Et Ici le aussi, nombre pas de mal. fruits qu'il y a par rapport à ce qu'on a vu, le piment arrive plus ou moins à mi-cuisse, là où il arrivait difficilement au genou. Si vous avez vu au niveau des feuilles, vous voyez aucune feuille recroquevillée. Les feuilles sont très plates, très belles parce qu'il n'y a pas de problème de maladie. Tant qu'on est là, vous pouvez sentir aussi, parce que quand on sélectionne aussi à l'odeur. Si tu sens, tu te laveras les mains. Si tu sens l'odeur, c'est pas léger. Ouais, on le sent bien. Donc c'est beaucoup plus pimenté que les piments qu'on vend ici dehors. Et donc ici, on a répété les essais qu'on avait dehors pour qu'on voit un peu l'effet sous serre. Donc si vous voyez les poivrons qui ont été filmés dehors, ici, ils souffrent beaucoup moins. Ils sont beaucoup, les feuilles sont pratiquement pas attaquées. Les fruits sont beaucoup plus hauts parce que aussi avec un peu moins de lumière. Et donc là, vous avez le même fruit que j'ai présenté qui était charnu là. Ah oui, Qui était, je me suis penché pour le présenter, ben le voilà ici. Celui que je me suis penché pour le présenter, il est ici. Il change déjà de couleur beaucoup plus parce qu'il est dans des meilleures conditions. Les tomates qu'on a vues dehors, toutes petites, elles sont là ici derrière. Non. ah ça c'est les mêmes plants de tomates Les mêmes que... plants de tomates qu'on a vues, ils sont là Ok. derrière nous. Et, Et question, la variété qui est, on va dire, où il restait que 5% de production, elle est où? non, elle n'est pas ici, Elle c'est n'est pas un autre ici? essai. Ok. Ça, c'est les variétés qui sont petites qu'on a vues. Et donc là, vous avez le type de fruits, par exemple, ici. Voilà, ça, c'est une variété qu'on peut trouver, vous voyez. Tu as le nombre de fruits ici, 3 dans une grappe, puis ça continue, et puis tu as toujours des fleurs qui sont en train de sortir, donc ça veut dire que ça va encore produire. Là où le champ dehors est peut-être beaucoup moins. La taille des fruits est intéressant pour le Bénin. C'est un fruit de 80-100 grammes, quelque chose comme ça. Et aussi une question, parce que tu as beaucoup de personnes qui te parlent de production hors sol. Pour l'Afrique, ça sert ou ça sert pas? Pour toi, selon toi? Production hors sol demande beaucoup d'intrants. Ça demande que vous puissiez avoir la fertilisation. Donc la fertilisation qui vient dans ces goutte à goutte, ça veut dire que tout ce que la plante a besoin va venir là-dedans. Avec le sol, la plante prend encore ce qu'elle a besoin. L'avantage, c'est qu'il n'y a aucun problème de maladie. Le désavantage, c'est qu'en termes de technique, c'est très, très, très technique. Donc, il faut un technicien, quelqu'un qui maîtrise. Il vous faut les intrants qui coûtent des fois beaucoup plus cher parce que vous allez être le seul, où il y a peu de gens qui le font. Donc, c'est toujours la loi du marché. Si vous avez 50 producteurs qui produisent hors sol, c'est facile à l'entreprise d'envoyer les engrais nécessaires pour le hors sol. Si vous êtes le seul, vous allez devoir penser à faire un conteneur avec les produits que vous avez besoin et ceci, cela. Donc, je ne conseille pas, sauf si vous voulez faire des énormes investissements. Je ne connais pas beaucoup d'endroits où on fait ça, peut-être en Afrique du Sud. Et encore, on n'a pas un problème. On fait le hors-sol, particulièrement en Hollande, où on pousse au maximum. Et donc, si on voit par exemple en différence dans les serres les plus poussées en hors-sol et tout ça, donc quand on prend en champ, on peut avoir pour une tomate un plant 2 à 2,5 kg de tomates par plant. On prend en serre, on monte à 20-30 kg. Serre comme ça, plastique. 20, Ah oui. 20-30 kg. Si vous voyez le nombre de fruits, et là encore, ce n'est pas les meilleures productions, mais vous voyez le Et nombre il y de a encore fruits. d'autres pousses qui vont Ça va pousser arriver. encore. Vous arrivez à 20-30 kg par plant. Si on va dans les serres hors sol, pousser au maximum avec l'environnement contrôlé, on monte à 70-90 kg par plante. Ah oui. Mais de l'autre côté, il y a un énorme coût en investissement. Pour l'Afrique, pourquoi je dis des fois, c'est difficile de se discriminer par rapport à la clientèle, à part si vous avez quelques liens avec les hôtels, les supermarchés. Mais si vous vendez aux mamans maraîchères, elles ne vont pas payer plus cher votre tomate parce que vous l'avez fait hors sol, machin, machin. Il est
l'acheteur moyen n'est pas prêt à payer plus cher une qualité premium. La qualité premium n'est pas encore accessible à la plupart. La plupart des gens préfèrent la qualité moyenne. Donc, quand vous faites vos analyses, est-ce qu'il faut investir dans une qualité premium? Là, vous allez le vendre à un prix moyen. Souvent, ça dépend. Moi, je pense que non, sauf si vous avez vraiment un accès au marché, comme j'ai dit, des hôtels, des supermarchés, des expatriés, des gens qui ont un certain pouvoir d'achat, qui, eux, sont prêts à payer la qualité premium. Et c'est pour ça que je trouve pas, on va dire, spécialement de culture de cœur de bœuf. Dans la tomate, par exemple. Personne. Au Bénin, ici, vous allez trouver, si je suis fort, un millier de familles, de ménages qui sont prêts à payer cœur de bœuf sur une cœur de bœuf, même pas un millier, 200, 300 ménages. Ce sont des expatriés qui connaissent le cœur de bœuf, qui vont se dire que j'ai envie de ça parce que j'ai goûté en Europe. Ce qu'on a besoin ici, c'est, vous allez voir la forme aussi des fruits. Par exemple, c'est oblong. C'est comme ça. C'est pas rond comme la tomate que vous avez l'habitude d'acheter si vous êtes en Europe. Parce que aussi le marché préfère ça. Il y a des différences, quoi. Il y a des petites différences. À cœur de bœuf, c'est un truc purement européen. La tomate mangée fraîche aussi. Coupée fraîche avec le côté bien liquide et tout ça, c'est purement européen. Mais pour avoir une tomate fraîche, sa salade, ça veut dire que derrière ça, vous avez un moyen de transporter cette tomate dans un conteneur frigo bien impacté jusqu'au supermarché qui reste dans le frigo et vous avez votre tomate comme vous avez l'habitude d'acheter dans les magasins en France ou en Belgique et coupée et vous pouvez faire une tomate salade. Ici, tu es au Bénin, tu vas au marché, tu ne vas pas trouver la tomate salade, tu la coupes, elle a une ferme, elle a une chair très épaisse, le goût est un peu moindre parce qu'on déplace ça dans des paniers qui doivent supporter la chaleur pendant 4 jours. Et arriver sans être dégradé. Donc, ça veut dire qu'on sélectionne sur d'autres caractéristiques. Donc, connaître son marché, c'est très important. Mais par exemple, si vous avez le marché par exemple, des ambassades ou des hôtels qui vont chercher des tomates salades pour les gens qui sont expatriés, vous pouvez faire pas mal de bénéfices. Parce que pour le cas du Bénin, tout est importé, par exemple, par Air France, en frais, depuis la France, pour avoir ce type-là. Parce qu'il y a un marché. Maintenant, si vous vous positionnez, comme je parlais tout à l'heure, d'être en hors saison pour les Béninois, enfin pour les locaux, pour les internationaux, vous pouvez aussi vous positionner hors de la demande en étant en premium. C'est vous qui vendez des tomates cerises, qui demandent beaucoup d'intrants. C'est vous qui vendez des tomates à salade. D'accord. Vous vous positionnez maintenant sur un créneau premium. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait visiter et partager ton expérience. Après, vraiment très important, pour toutes les personnes qui veulent investir, se faire entourer, c'est, on va dire, primordial. On peut se dire qu'on a des connaissances, mais je pense qu'avoir une personne comme toi, c'est-à-dire qui a de l'expertise, c'est même pas un plus, mais j'ai envie de dire c'est primordial. C'est primordial lorsqu'on veut faire de l'agro-business. Maintenant, si on veut avoir son petit champ, son petit potager et être autonome, on va dire, de manière personnelle, là, non, on peut le faire tout seul, on cultive tout seul. Mais lorsqu'on veut monter, c'est-à-dire générer des revenus avec l'agriculture, vaut mieux dès le début, parce que je pense que c'est là le plus important, c'est à la base, dès la fondation même, prendre avoir toutes les cartes en main pour faire en sorte de faire de son business un business rentable. En tous les cas, merci beaucoup Dido. Merci. Pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus ou qui voudraient potentiellement travailler avec Dido, voir peut-être les investissements qu'il propose. Moi, je suis néophyte. J'investis et si je dois investir, j'investis directement chez Dido pour tout ce qui est agriculture. Il vous reste juste une chose à faire, c'est de nous contacter, nous envoyer un petit mail. N'oubliez pas de mettre le petit pouce et de commenter la vidéo. Et si jamais vous êtes intéressé pour en connaître davantage, n'hésitez pas à nous le dire sur le groupe Discord. Sur ce,